J'ai été effectivement repérée assez vite, non seulement par une maison de disques, mais aussi par une manageuse éditrice, par un entourage, comme tu disais. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais pas ça. Parce que pour moi, le plus important dans ce que je fais, c'est d'être libre et d'être ultra honnête, ultra sincère. Je me souviens, mon directeur de label, c'est une des choses qui m'a dit, c'est tu seras plus heureuse à être indépendante. Et à l'époque, je l'ai très mal pris parce qu'il était en train de me virer de ma maison de disques. Tu vois, tu m'étonnes il me que ça virait mal en pris. me disant ça, et moi je le prenais très mal. Mais sauf que maintenant, on est 12 ans après. Et tu t'es dit là, que peut-être il avait 100% raison. Bien sûr. Ah. Mes 2 meilleurs amis à qui j'avais fait écouter La Moyenne, qui eux me connaissaient de ce que je faisais depuis longtemps avant et tout, quand je leur ai fait écouter La Moyenne, ils m'ont dit « Mais tu vas pas sortir ça !» Carrément. Carrément. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Eva. Bienvenue dans Carrément, le podcast où j'accueille les artistes qui font vibrer la scène musicale actuelle. Je suis très contente aujourd'hui d'accueillir une artiste exceptionnelle, Virginie Nouré, à Cala Pieta. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Tu es auteure, compositrice, interprète. Tu as sorti des albums, tu as écrit des bouquins. Tu fais un spectacle avec un interprète chansigne pour les personnes sourdes et malentendantes. Tu animes des ateliers dans des EHPAD, dans des écoles. Tu as une boîte pour encadrer toutes tes activités et manager d'autres artistes. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ? Sûrement, parce que je fais vraiment beaucoup de choses. Mais oui, à peu près tout ça, ouais. On a une occasion un petit peu spéciale, on va dire. On est mi-septembre. Et il y a 10 ans, tu as lancé ton projet La Pieta. Mm-hmm. Ça a commencé avec une chanson qui s'appelle La Moyenne. Mais ce n'est pas la première chose que tu avais fait. Tu avais toute une autre vie musicale avant. Ça fait presque 20 ans que tu fais de la musique. Ça fait plus de 20 ans. Ah ouais. Oui, donc tu étais dans un label, dans un gros label. Donc j'imagine que tu avais tout un entourage, plein de personnes autour de toi qui t'aidaient à faire marcher ton projet. Bon, aujourd'hui, tu es artiste indépendante, donc c'est toi qui es un peu ton entourage, on va dire. Et ma première question, c'est alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse d'avoir choisi ce métier ? Et est-ce qu'avec du recul, en sachant tout ce que tu sais sur ces métiers et sur ces milieux, tu aurais fait exactement le même choix ? Oui, déjà parce qu'il n'y a pas de mauvais choix et qu'il n'y a que des... On apprend au fur et à mesure du temps et des expériences qu'on vit. Donc en fait, il y a rien à regretter, quoi. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Et ça m'a appris ça m'a permis de me connaître, en fait, au fur et à mesure. Donc effectivement, dans mon début de carrière, il y avait un peu ce rêve qu'on avait. Quand je dis on, c'était une génération aussi où on avait cette vision de la musique avec des grosses maisons de disques et où on rêvait d'être repérés et que d'un coup on nous propulse, etc. Et donc c'est vrai que moi j'avais un peu cet imaginaire-là parce que quand j'étais jeune, j'écoutais des groupes de rock, etc. Et que j'avais l'impression que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis en fait, je pense que ça correspondait pas à ma personnalité. Et donc effectivement, dans ce début de carrière où j'ai été effectivement repérée assez vite, non seulement par une maison de disques, mais aussi par une manageuse éditrice, par un entourage, comme tu disais. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais pas ça. Parce que pour moi, le plus important dans ce que je fais, c'est d'être libre et d'être ultra honnête, ultra sincère. Et pour pouvoir l'être, j'ai l'impression qu'il faut cette indépendance. À partir du moment où on dépend d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on est obligé de se trahir un peu. Et donc le chemin de l'indépendance, avoir ma propre structure, être à la tête de ma structure, à la tête de mes projets, pour moi, ça fait partie d'un choix artistique, finalement. Okay. Donc souvent, on a pu me dire que j'avais plein de casquettes différentes. Il y a des gens qui peuvent trouver ça paradoxal d'être artiste d'un côté, parce que dans l'imaginaire des gens, le côté artistique, c'est la tête dans les nuages. Et d'un autre côté, ce côté entrepreneur, très terre-à-terre, etc. Et donc ça peut paraître paradoxal, alors qu'en fait, pour moi, l'un nourrit l'autre. Moi, j'ai l'impression que quand on est entrepreneur,
vraiment à la tête d'une entreprise, il faut être ultra créatif. Et quand on est créatif, pour pouvoir l'être à 100% et être libre de sa création, j'ai l'impression qu'il faut être capable d'être dans toutes les parts de la création, y compris la partie production, etc. etc. Donc oui, pour te répondre, je suis très contente, très heureuse même de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai l'impression d'être apaisée aussi. Je pense que pendant longtemps, il y avait tout ça qui fourmillait et j'étais pas sûre de mes choix, etc. Et puis en vrai, c'est pas mal de vieillir. On en doute, mais en vrai, moi je trouve qu'on est tellement plus confiant. Et donc voilà, donc moi je suis contente du chemin parcouru qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Virginie qui a 17-18 ans et qui commence la musique? Je n'ai pas de conseils à donner à cette Virginie-là, parce que Virginie, elle a reçu des conseils. Et c'est marrant parce que quand j'avais 20 ans, que j'ai commencé la musique, une des premières personnes que j'ai rencontrées et qui m'a donné sûrement les meilleurs conseils de ma vie, elle s'appelait Virginie, justement. Virginie Auclair. Ouais. Auclair, pardon. Et ça a été ma première manageuse, éditrice. Alors, en fait, son rôle véritable, c'était éditrice, mais dans le sens édition musicale. Mais en fait, elle manageait mon projet. Ça a été la première personne du métier qui a cru en moi. Et ça a été vraiment plus profond que juste des conseils professionnels. Parce qu'en fait, quand on a 20 ans, on n'est pas encore complètement fini. Bien sûr. Le développement de notre cerveau, etc., il n'est pas fini, en fait. Et moi, ça a vraiment opéré une bascule par rapport à ce que j'avais pu connaître dans ma vie, dans ma famille, dans l'entourage vraiment direct familial. Et la rencontre avec elle, elle a été déterminante. Tout ce que j'ai fait ensuite et ce que je fais aujourd'hui, ça a vraiment été par rapport à ce qu'elle m'a insufflé. Donc les conseils, j'ai pas besoin de me les donner parce que j'ai eu la chance d'avoir une autre Virginie qui me les a donnés. Mais c'est justement c'est Virginie qui t'avait dit, c'est la crise des disques, ce qui pourrait être le mieux pour toi, c'est de créer ta propre structure. Ouais. En fait, assez vite, elle, alors déjà, elle était visionnaire. Voilà. Elle, pour le coup, c'était une vraie chef d'entreprise. Elle était à la tête de chez Columbia pendant des années. Et puis après, elle a monté sa propre structure. Donc, elle était vraiment visionnaire. Elle avait du recul et sur le métier, sur le marché de la musique. C'était quelqu'un qui était vraiment ancré dans l'industrie, quoi. Il faut recontextualiser, parce qu'on est au début des années 2000. Ça fait grand-mère de parler comme ça, mais c'est comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment la crise du disque parce qu'on vendait de moins en moins de disques. Il y a de plus en plus de gens qui téléchargeaient illégalement. On n'avait pas encore Spotify, Deezer, etc. Et donc, les maisons de disques et le milieu de la musique en général étaient perdus sur le modèle économique qui était en train de se casser la gueule, mais il n'y avait pas encore un nouveau modèle économique. Et donc, elle avait cette vision... elle a vu que vendre des disques, ça s'effondrait et qu'il fallait envisager les choses différemment. Et puis, je pense qu'elle a vu en moi cette capacité à être indépendante, justement. Et donc, elle m'a vraiment menée vers ça en me poussant à monter ma propre entreprise. Donc, j'ai monté ma première SARL. SARL, carrément. Moi, je commençais avec une association. Alors, Toi, on avait déjà monté une association avec mon groupe, parce que de toute façon, on est obligé d'avoir une structure associative pour la moindre chose. Mais donc, on a eu une petite association au tout début du premier groupe. Et puis, avec Virginie Auclair, on a monté notre première SARL, ce qui était un peu lourd. Et je me suis plantée complètement parce que j'avais aucune idée de comment... on gérait une entreprise, tu m'étonnes. Mais c'est bien de se planter, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je me suis beaucoup plantée, donc j'ai beaucoup appris. Et donc elle avait cette vision. C'est elle qui m'a poussée à monter ma première entreprise. Et puis, elle avait une phrase qui m'a marquée pour toujours. Son slogan, c'était de dire « Un obstacle est une chance ». Et ça, je crois que cette phrase, il n'y a pas un jour de ma vie où je ne le dis pas. Ouais. Ah ouais, ça m'a... Et puis maintenant que moi-même, j'ai accompagné d'autres artistes, je fais de la transmission parce que je suis intervenante en formation dans les musiques actuelles, ce genre de choses. Mais ça, c'est une phrase que je transmets à mon tour. Et je pense qu'elle marque tous les gens parce que c'est une philosophie de vie, en fait. Et que je n'avais pas avant et que je me suis appliquée ensuite.
qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Et là, j'ai un souvenir d'une interview de toi que je n'ai pas retrouvée en préparant cet échange avec toi. Mais il me semble que j'ai assisté en tant qu'attachée de presse à une interview où tu racontes l'histoire que tu es partie, tu t'habitais encore à Paris à ce moment-là, et tu allais voir un concert dans le sud aux arènes de Nîmes. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai. C'était qui en concert? Alors, il y a une petite histoire derrière quand même. C'est que donc, quand j'étais ado, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique, beaucoup de rock. Et moi, j'étais plutôt très bonne élève, très sage jusqu'à mes 16 ans. Et puis à 16 ans, donc, je commence à écouter du grunge et à avoir un peu envie de sortir du carcan. Et en fait, j'ai une amie qui me dit j'ai rencontré un groupe de rock en Angleterre. Je les ai enregistrés. À l'époque, on avait des magnétophones. C'était ça ma question, en fait, parce que donc le nom du groupe, c'est Muse. C'est ça. Ah. Mais en fait, c'est pas parce que je suis allée aux arènes de Nîmes et que je les ai rencontrés. Je les avais rencontrés bien avant. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que cette amie les avait rencontrés en Angleterre. Ils étaient inconnus à l'époque. Elle a juste fumé des clopes avec eux sur le port. Et ils lui ont dit tu veux venir en répète avec nous. Elle a enregistré la répète et elle m'a fait écouter en me disant je suis sûre que toi tu vas kiffer. Et effectivement j'ai kiffé. Du coup, comme ils étaient vraiment inconnus à l'époque, oui. Donc on a échangé les... Comme tu dis, c'est un petit groupe où tu as une cassette enregistrée, c'est improbable. Et du coup, j'ai commencé à parler avec eux. À l'époque, on n'avait pas encore les téléphones portables, enfin on n'utilisait pas beaucoup, mais sur MSN. Et puis ils m'ont invité à des concerts, d'abord les concerts à Paris, et puis au fur et à mesure ils me disaient si tu veux venir sur un autre concert, vas-y. Donc j'ai commencé à aller un peu partout en France avec eux en fait, et pas que en France d'ailleurs. Je suis allée aussi en Angleterre, je les ai vus dans des pubs, c'est incroyable. Et puis ils ont commencé à avoir du succès, et effectivement il y a eu un concert qui était aux arènes de Nîmes, où ils faisaient la première partie puisqu'ils n'étaient pas encore très connus, et en deuxième partie il y avait Pete Gervais, et en tête d'affiche il y avait Noir Désir. Et j'avais la chance d'être invitée par eux, donc j'avais un accès all access comme on dit, et je me suis retrouvée sur le côté de scène aux arènes de Nîmes pendant les concerts de ces trois artistes que j'adorais. Et effectivement ça a été le jour du déclic où je me suis dit mais en fait c'est génial, et c'est génial de les voir jouer, mais en fait je réalise que moi ce que je veux c'est pas les regarder jouer, c'est jouer à leur place. Et c'est ce que tu as fait. Et ouais. Et Muse, tu gardes toujours contact avec eux? Vous envoyez des messages? Non, pas du tout, non. En fait, je les ai beaucoup suivis quand j'avais 16, 17. Et puis après, je passais à autre chose. Après, par contre, quelques années après, je suis retournée les voir une ou deux fois. Et notamment, il y avait un concert privé, je crois que c'était à l'Olympia ou un truc comme ça. Et c'était très difficile d'avoir des places. Et du coup, mes amis à qui j'avais raconté l'histoire et tout, ils me disaient tu dis que tu les as connus, t'as qu'à leur écrire. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait, mais en me disant, je sais pas, entre-temps, ils avaient un succès mondial, on était quelques années après et tout. Et en fait, Dom, c'est le batteur, et c'est avec lui que je parlais le plus. Il m'a répondu tout de suite et il m'a dit pas de souci, tu veux combien de places? Et en fait, il m'a mis direct all access pour moi et mes amis. Je me suis retrouvée dans les loges de l'Olympia, et je me souviens qu'ils m'ont vu et ils m'ont dit Virginie. Et ils m'ont pris dans leurs bras, et mes amis ils se sont dit putain, en fait c'est vrai, pas une mytho, quoi. Incroyable. J'ai envie de revenir un petit peu à tes débuts, à ton passé dans un maison de disques. Tu étais signé sous le nom d'Odile, donc chez un major, donc vraiment un gros label. Mais c'était pour toi une expérience bien difficile, j'ai envie de dire, même traumatisante. Au moment où ton premier album il est sorti, donc pour sortir un album, c'est quand même des mois et des mois de préparation, des questionnements, des doutes. Donc là, ça y est, le jour où il sort, toi, tu t'es dit, j'arrête la musique, en fait, je veux plus faire ça. Ouais, mais bon, l'histoire a été très, très compliquée. Parce que c'était pas que la question de la major, c'est aussi la relation que j'avais avec mon directeur artistique, plein de problèmes personnels. En fait, il y a plein de choses qui se sont imbriquées à cette époque-là. Et puis,
justement, ma manageuse dont je parlais, Virginie Auclair, elle était décédée, en fait, entre-temps. Moi, j'ai travaillé avec elle de 2004 à 2008, en gros. Et elle est décédée début 2009. Et elle avait toujours dit, vous croyez que signer sur une maison de disques, c'est le Graal, alors qu'en fait, c'est le début du travail. Parce que c'est quand on est dans la maison de disques, il y a énormément de travail, parce qu'il faut gérer le rapport avec la maison de disques. Donc, c'est pas que tu as plein d'entourage qui fait tout pour toi. Non, c'est tout le contraire. C'est pour ça que c'est très important d'être entouré quand on a une maison de disques, d'avoir un manager qui fait l'interface. Sauf que moi, la mienne de manager était décédée, qu'elle avait fait tout le travail de représentation qui a permis que je sois connue de tous les gens des maisons de disques. C'est ce qui a abouti finalement sur une signature chez Sony. Mais entre-temps, elle n'était plus là. Sony avait fait le choix aussi de m'isoler. Ils n'avaient pas voulu signer mon groupe. Ils ont préféré me signer en solo. Et donc, moi, j'avais plus de groupe, j'avais plus de manageuse. Et j'étais seule face à une maison de disques qui elle-même se déchirait, puisqu'on était donc en pleine crise du disque. Et donc, en fait, il y avait deux entités, puisqu'il y avait Sony et BMG, qui avaient fusionné. Et du coup, il y avait des rapports internes qui étaient compliqués parce que les labels étaient en train de fusionner. Il y a des gens qui partaient, des gens qui arrivaient et des gens qui étaient obligés... Enfin, il y a eu beaucoup de licenciements sur cette époque. Donc, en interne, c'était très compliqué. Moi, j'étais seule. Donc, tout ça, ça a fait un énorme bordel. Et puis après, je pense qu'à l'époque, oui, ça a été traumatisant, mais c'est plus... les expériences personnelles que professionnelles qui ont été vraiment traumatisantes parce que je vivais une histoire personnelle violente, une histoire amoureuse. Donc c'était très compliqué et je pense que j'étais pas prête pour être dans une maison de disques à ce moment-là, même si j'en rêvais. Et donc voilà, sur le moment, oui, je l'ai vécu comme quelque chose de traumatisant. Aujourd'hui, avec plus de 10 ans de recul... je pense que j'en veux à personne et que c'est juste que j'étais pas prête et je pense que j'étais pas à ma place en fait. Mais tu sais, quand j'ai vraiment écouté tes interviews, tout ce que tu disais de cette période-là, il y a quand même des choses que tu dis quand même, j'avais honte de moi, ils m'ont dit que j'avais pas de talent. Est-ce que tu as vraiment entendu ce genre de propos de la part de ton entourage? Oui, mais encore une fois, j'étais dans un rapport très particulier avec une personne. Après, il y a des choses difficiles en maison de disque, évidemment. Mais enfin, non, pas en maison de disque. En fait, c'est ce métier qui est difficile. C'est aussi des gens, des médias, aussi des gens, d'autres artistes. Il y a énormément de choses difficiles qu'on m'a dites, c'est d'autres artistes en fait. C'est vrai, tu as ressenti cette concurrence, c'est vraiment... Ouais. Des choses extrêmement méchantes et violentes, etc. Ça a été beaucoup d'autres artistes et des gros artistes qui étaient déjà bien en place, etc. Mais donc oui, il y a des choses difficiles. Mais après, je pense... c'est normal, toi, tu as lu ou écouté des choses... que j'ai pu dire à une époque. Et c'est sûr que cette époque, elle m'a marquée et que pendant longtemps, j'en ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, je suis super sereine par rapport à ça. Je pense que j'ai plus de recul et que je me dis pas qu'il y avait des méchants et une victime. Tu vois, je pense que j'étais juste pas prête pour ça. Je me souviens, mon directeur de label, c'est une des choses qui m'a dit, c'est tu seras plus heureuse à être indépendante. Et à l'époque, je l'ai très mal pris, parce qu'il était en train de me virer de ma maison de disques. Tu vois, tout m'étonne il me que ça virait en me disant ça, et moi, je le prenais très mal. Mais sauf que maintenant, on est 12 ans après. Et tu t'es dit que peut-être il avait raison. Bien sûr. Ah. Et c'est ça qu'il avait vu, et il avait raison. Parce que quand tu es directeur de label, à un moment donné, tu as un peu une vision, quoi. Et que je pense que je n'étais pas faite pour que plein de gens s'occupent de moi, me disent ce que je dois faire, etc. Ça, tu aimes bien faire plein de choses. Hein. Ouais, et puis j'aime bien être libre. Je pense que c'est surtout... quelque chose qui revient souvent aussi chez toi, d'avoir la liberté, pouvoir vraiment gérer ton projet et tes projets comme tu as envie. Ouais, tout à fait. J'ai une question par rapport à ton livre. Déjà, la moyenne, ça je peux la montrer. Et donc là, c'est un livre que tu as écrit suite à
vraiment cette période en label où tu étais dans ce comme tu dis, dans une relation toxique, tous ces moments qui étaient un peu douloureuses pour toi. Et, donc tu mélanges un peu vraiment ton vécu avec de la fiction. Donc le personnage de ce livre, elle s'appelle Louise. Et là, il y a quand même un événement ça m'a bouleversé, ce livre. Et il y a un événement que tu décris. Je voulais bien que tu me dises vraiment si tu as vécu des choses similaires ou pas. Donc, à un moment, Louise, comme toi, elle quitte la maison des disques. Elle s'est dit qu'elle va aller vivre ailleurs. Mais avant vraiment de quitter Paris, elle part à Cannes avec Thelma. Et elle se retrouve donc aller dans un bar où il y a plein de gens, des milliers de la musique qui reviennent. Donc, on va aller faire des afters. Et puis, à un moment, elle se retrouve à faire un after dans les auteurs à Cannes. Et il y a un truc bizarre, en fait. Elles sont des selfies, en fait, dans cette soirée. Il y a plein de mecs. Et puis, à un moment, elle entend, les filles, là, on va passer aux choses sérieuses. Elles se disent, mais c'est quoi les choses sérieuses? Et là, un des mecs leur dit, en fait, moi, j'organise des orgies de luxe. Et il montre une carte de visite. Est-ce que c'est donc dans l'histoire, ça se termine bien dans ton livre parce que les filles, elles arrivent à partir en courant et tout va bien. Mais est-ce que toi, tu as déjà eu quelqu'un qui te donne une carte où c'est marqué j'organise des orgies de luxe, ou tu étais vraiment dans ce genre de situations qui sont quand même horribles? Alors, effectivement, ce livre, c'est ni un roman, ni une autobiographie, c'est un peu un mélange des deux. J'avais pas envie de faire genre une autobiographie parce que je trouvais que c'était un peu pompeux et un peu jeune pour raconter ma vie. Et en même temps, effectivement, j'ai vécu quand même des choses romanesques en fait dans ma vie. Tu vois, que ce soit la rencontre avec Muse ou les choses vécues derrière et tout. Donc j'avais envie d'en parler et que ça soit un peu mêlé à de la fiction, quoi. Donc effectivement, il y a du complètement vrai et il y a du moins vrai dans ce livre. Et effectivement, ce que tu racontes là, c'est 100% vrai. Mais non. Là, c'est pas de la fiction. T'as vraiment quelqu'un qui avait une carte de visite qui donnait ce marqué des orgies de luxe. Alors, il n'y a pas écrit orgie de luxe sur la carte. C'est pas... Il y a le nom de son... Je sais pas comment on peut appeler ça. Son organisation. Ok. Mais oui. Ouais. D'accord, mais en lisant ça, je me dis, j'espère que c'est pas vrai. Avec des gens très connus, et milieu cinéma et musique. Ouais. Oh ouais. Mais je pense que c'est loin d'être les seuls. Hein. Ah oui, on a eu MeToo quand même qui a eu... Ouais. Donc, Non, c'était une réalité, mais à la limite qu'ils organisent des orgies de luxe, moi j'ai rien contre. Oui, mais tu aimerais bien. Parce que là, ce que j'ai pas le plus choqué en fait, là, c'est ce que j'ai pas dit d'ailleurs. Ouais, c'est ça qu'en fait, dans ce livre. Les défis, elles sont pas au courant en fait que voilà, c'est ça. En fait, moi, c'est ça, tu vois, parce que moi, d'ailleurs dans d'autres cadres, on m'a proposé quand j'étais à Paris des soirées de luxe, pareil, très libertines, par des gens très très connus. Je citerai pas le nom parce qu'il y en a qui sont décédés il y a pas longtemps. Et donc on m'a proposé et j'avais pas envie, voilà. Peut-être que j'aurais pu avoir envie, on s'en fout, quoi. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Par contre, là où c'était problématique, c'est que en fait, c'était un jeune mec qui venait de monter son label et qui a bien marché derrière. Bon, pareil, je dirais pas les noms, mais à l'époque, il était en train de monter son label. Et donc, il était là à Cannes pour faire du réseau, etc. Et en fait, nous, à un moment donné de la soirée, il nous dit ça vous dit de venir à un after? Nous, on s'est dit cool, c'est du réseau, le gars, il est sympa, voilà. Et effectivement, c'est d'apprendre après coup que en fait, c'était un espèce de deal qu'il avait avec les gens de cette organisation. Oui. Que pour que lui ait le droit de venir dans cette soirée, il fallait qu'il ramène... c'est ça, vous étiez juste l'espèce de marchandise qu'il amenait pour sa carte d'entrée. Ouais. Oh là là. Ça fait des choses à raconter, voilà. Oui. Donc j'espère que tu as réussi de partir au courant comme les filles. C'est ce qu'on a fait. Ouais. Ça, l'histoire est véridique. Ouais. On est vraiment partis en courant. Il y a vraiment des chiens qui nous ont couru après. On a vraiment sauté par-dessus un portail et on a vraiment flippé pour le coup. Ouais.
Donc après toute cette période-là, tu décides de venir à Montpellier pour t'installer. Et c'est là où tu débutes la Pietà. Mais au début, le projet, c'est d'écrire un livre pour vraiment parler de tout ce qui s'est passé. Donc il y a ce livre qui est sorti à La Moyenne. Mais tu comptes absolument pas de reprendre la musique. Ouais. Alors en fait, quand je suis arrivée dans le Sud, comme tu disais tout à l'heure, j'avais été marquée par ce que j'avais vécu et j'avais décidé d'arrêter la musique. Donc j'ai annoncé que j'arrêtais la musique et concrètement, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie du tout. Il se trouve que j'avais connu par mon ancien compagnon avec qui j'ai été presque 10 ans. Sa famille était à Sète, donc j'avais connu Sète. Et sa famille, c'était un peu mon refuge, quoi. Et quand j'ai été très mal, au moment où j'ai annoncé que j'arrêtais la musique et tout, la première idée, c'était de venir se réfugier à Sète, chez eux. Okay. Ensuite, je me suis dit que j'allais déménager complètement, donc à Montpellier, parce que c'était plus pratique que Sète pour commencer. Mais du coup, quand j'ai débarqué ici, dans le Sud... D'abord, je suis allée me réfugier dans cette maison à Sète, dans cette famille qui me prenait vraiment sous son aile. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, sauf que j'arrêtais la musique. En réalité, mon ancien compagnon, donc celui avec qui j'ai été 10 ans, et qui est toujours resté mon meilleur ami, même quand on n'était plus ensemble et tout, m'a offert une carte son, une petite carte son, un petit clavier. Et il m'a dit, au cas où, quand même, tu veuilles faire de la musique. Et tu as commencé avec ces claviers ? Et du coup, en fait, en parallèle, cet été-là, c'était donc tout un été en 2014, où j'étais dans cette maison à Sète. Et entre deux baignades et détente, j'écrivais. Mais je ne m'étais pas dit que c'était un livre. Ah oui, c'est même pas... J'écrivais... comme un journal intime. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis, du coup, j'avais ce petit clavier, cette petite carte son qui était là. Tiens, je vais rigoler. Et puis, en fait, j'avais donc des bouts de texte que j'avais écrits, dont celui de La Moyenne. Et donc, avec ce petit clavier, j'ai commencé à faire des sons pour rigoler en MAO, ce que j'avais jamais fait avant. Donc, musique sur ordinateur, quoi, avec un logiciel. Donc, à s'amuser avec des samples, à faire des sons comme ça. Et je me suis dit, puisque je chante mal, puisque j'avais ça dans ma tête, je vais juste parler. Et j'avais eu un déclic aussi parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour un groupe qui s'appelle Kabaddi, qui m'avait marqué, qui était très sombre à l'époque. Après, ils ont un peu changé, mais à l'époque, ils avaient fait un album très sombre. D'ailleurs, leur slogan, c'était Sad Music for Bad People. C'était clair ce qu'ils voulaient faire. Et c'était très sombre cet album, mais ça m'a beaucoup marqué. Je les ai vus jouer en acoustique dans une église à Paris, à Saint-Eustache. Et c'était la claque, j'ai pleuré tout leur concert. Du coup, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'un mois après, j'étais à Sète avec ces petits samples, mes textes, et je me suis dit, peut-être je peux faire comme eux, plus slammer. Et donc, j'ai tenté de dire mon texte de La Moyenne sur des bouts de sons électro. Et c'est comme ça qu'est né ce titre-là. Mais au départ, c'était pas du tout pour le sortir. Et pendant presque 1 an, j'ai fait des trucs comme ça pour m'amuser, pas dans l'intention de sortir ça. Les textes, au fur et à mesure, ça devenait plus concret, mais c'était pas sous forme de roman. Et moi, à l'époque, une fois que j'ai passé mes 3 mois à Sète à me poser, ma conclusion, c'était je suis pas artiste. Si je le fais, c'est pour m'amuser. Mais maintenant, il faut que je me trouve un vrai métier. C'était quoi le vrai métier alors ? Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Tu vois, j'ai fait une espèce de bilan de compétences toute seule, tu vois. Ah ouais. Je me suis dit, je sors de mon expérience chez Sony. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'avais fait un procès à ma maison de disques. Ah ouais. Donc après ce qui s'est passé chez Sony, j'ai fait un procès qui a duré 2 ans. Donc c'est ça aussi qui m'a épuisée, qui m'a vidée. C'était très compliqué. Mais ce procès, alors c'était très dur. Moi, en même temps, ça m'a obligée à travailler avec un avocat. Je me suis fédérée. J'ai commencé à participer à toutes les réunions de la SACEM, de la GAM, c'est la Guilde des artistes musiciens. De la DAMI, de la Spédidam. J'ai commencé à m'intéresser aux droits des artistes parce que si je faisais un procès, c'est parce qu'il y avait eu des soucis contractuels. Et donc, j'ai voulu comprendre tout ça. Donc, quand je suis arrivée à faire mon petit bilan de compétences, je me suis dit, là, j'ai quand même, depuis des années, appris plein de choses sur les métiers de la musique.
j'ai fait toutes les erreurs qu'un artiste ne doit pas faire. Peut-être que je pourrais aider des artistes à pas faire les mêmes conneries que moi. Et donc, je me suis dit, je vais essayer que mon métier, ça soit d'accompagner des artistes. Donc, finalement, reprendre ce que Virginie Auclair avait fait avec moi, j'avais envie de le faire pour d'autres. Donc, quand je suis arrivée ici, c'était ça mon métier. Et officiellement, j'avais arrêté la musique. Alors, en sous-marin, chez moi, j'en faisais un peu. Mais quand je suis arrivée ici et que j'ai rencontré des gens, que j'ai rencontré toutes les fédérations, tous les organismes, les salles de concert, je me présentais en tant que « Bonjour Virginie, productrice et manageuse d'artistes ». T'accompagnais quel groupe, si on peut le dire? Un des premiers coups de cœur que j'ai eu en arrivant à Montpellier, que j'ai commencé à faire des concerts, j'habitais à côté du Rockstore en plus, donc c'était plutôt cool. Et une des toutes premières soirées, je crois que c'était là, fin septembre ou début octobre, c'était la reprise, quoi. Et il y avait des groupes locaux qui jouaient. Et donc j'étais allée, il y avait pratiquement personne dans la salle. Et il y avait 6 ou 7 groupes locaux qui jouaient. Et donc il y avait un groupe de rock que j'ai vraiment adoré, qui s'appelait Cursed. Et du coup, je suis allée leur parler à la fin du concert en leur disant bravo, est-ce que vous êtes accompagnés? J'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit parce qu'ils avaient un accent du Sud. Mais non. Incroyable. Et puis eux, ils n'ont pas trop capté qui j'étais et tout. Mais j'avais une vision pour le coup. Et je pense que tu vois, quand j'ai rencontré Muse, j'avais la vision que ça marcherait. Ça a marché. Mais là, pour le coup, tu n'as pas accompagné malheureusement. Non, je dis pas que c'est grâce à moi que ça fonctionne. Par contre, je pense que j'ai la vision quand même assez souvent. Okay. Je repère un truc qui va fonctionner. Et donc, en l'occurrence, Cursed, ils n'ont pas cartonné en tant que Cursed. Par contre, Hugo, qui était le compositeur, auteur-compositeur-arrangeur, a monté un autre groupe où il est auteur-compositeur-arrangeur. Qui s'appelle Bandy. Donc, Hugo, j'ai tout de suite senti et vu qu'à la fois, il avait le charisme et le talent de composition et qu'il méritait, quoi. Donc, je suis devenue leur manageuse et j'ai adoré travailler avec eux. Tu sais comment c'est d'être une artiste, tu sais comment c'est d'être une manager. Alors, c'est plus facile d'être manager d'artiste comme toi-même, tu es artiste ou pas du tout? Moi, je pense que oui. Enfin, facile, je sais pas, mais en tout cas, je pense que dans ma manière de travailler avec les artistes, que ce soit quand je suis manageuse ou quand je fais du coaching scénique ou maintenant de la formation, je pense que plus que d'autres interlocuteurs, je comprends ce que c'est d'être sur scène, ce que c'est d'écrire, ce que c'est et je pense que quand on est coaché ou accompagné par des gens qui l'ont pas vécu, c'est plus compliqué, je pense. Tu penses que tu es plus compréhensible ou au contraire, tu es plus exigeante? C'est pas notre rôle d'être exigeant. On est là pour accompagner, pas pour exiger. Et donc, non, ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est différent. Je pense qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux ou moins bien. En fait, on est tous singuliers et on fait avec notre vécu. Donc, je pense que j'ai un profil particulier et que c'est à moi d'en faire une richesse. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, revenons à ton livre, donc La Moyenne. Le projet Pieta voit vraiment le jour avec le titre La Moyenne qui sort un moment sur les réseaux et sur YouTube. Mais toi, tu voulais pas faire la musique. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'était quelque chose? Est-ce que c'était quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, encore une fois, c'est pas que je voulais pas faire de la musique, c'est que j'avais perdu toute confiance en moi. Ouais. Donc, en faire et écrire, c'est ma passion, j'en ai besoin. Donc, j'en ai toujours fait. J'ai jamais arrêté ça. Par contre, en faire mon métier, c'est autre chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et que j'essaye de partager avec les artistes avec qui je travaille maintenant. C'est qu'il y a un monde entre être artiste ou vivre du métier d'artiste. Et souvent, il y a une énorme confusion. C'est qu'on croit, parce qu'on est artiste, que ça veut dire qu'à tout prix, il faut en vivre. En fait, parfois,
le meilleur moyen d'être artiste, c'est surtout de ne pas en vivre. Parce que justement, à partir du moment où on essaye d'en vivre, c'est là où commencent les compromis, etc. Et donc le propos artistique, c'est plus compliqué de le tenir. Donc à l'époque, je continuais à écrire, à faire donc mes petits sons de mon côté, etc. Avec ton petit synthé. Voilà. Et en parallèle, j'étais donc devenue manageuse d'artistes. Je précise que je m'étais formée pour ça. Du coup, j'ai fait des formations pendant 1 an de coaching scénique, de tournage. Tu fais pas des choses à moitié. Si tu fais un procès, tu te formes de partout. Si tu manages, exactement. De partout. Parce qu'il y a aussi, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur. Moi, j'étais artiste. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, je peux devenir manageuse, tu vois ? Donc, moi, j'avais besoin d'asseoir le fait que j'ai fait des formations, j'ai tout le bagage nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, j'accompagnais des artistes. Donc, il y avait Kirst, il y avait une chanteuse qui s'appelait Athénaïs. Et à l'époque, il y avait un groupe qui a pas duré super longtemps, mais qui s'appelait The Plans. Dedans, il y avait un guitariste qui était en fait la première personne que j'ai rencontrée à Montpellier, qui s'appelle Sylvain Bria, qui est à la fois multi-instrumentiste, ingénieur du son, réalisateur. Il fait plein de choses. Et en fait, donc lui, je l'ai connu parce qu'il était guitariste de ce groupe que j'accompagnais. Mais lui, à côté, faisait plein de choses. Et puis, on parlait beaucoup. Et en fait, lui, il n'arrêtait pas de me dire, mais attends, avec tout ce que tu as écrit avant, etc., je ne peux pas croire que tu n'écris plus. Et c'est lui qui, en fait, a repéré... il me disait, non, je ne te crois pas que tu arrêtes la musique. Je suis sûre que tu continues à faire de la musique. Et il insistait. Et je disais, oui, je fais de la musique, mais pour moi, maintenant. Et il me disait, non, mais vas-y, fais-moi écouter. Et c'est vraiment lui qui m'a poussée à lui faire écouter. Je lui ai fait écouter. Et il m'a dit, moi, je crois qu'il y a un vrai truc là dans ce que tu fais. Comme je t'ai dit, moi, je fais de l'arrangement, je fais de la réalisation. Est-ce que tu veux bien me donner le piste par piste d'un de tes morceaux ? Et je fais un essai dessus pour produire ça mieux. Et tu me dis ce que t'en penses. Et donc ça, il a insisté pendant plusieurs semaines. J'ai fini par lui donner le piste par piste. Et il a fait un essai. Et je lui ai jamais donné de nouvelles. Et ça a duré vraiment longtemps. Et en plus, on se côtoyait pour d'autres choses. Et il essayait de me dire, alors, t'as écouté ? On verra plus tard. Tu vas écouter tout de suite, en fait. Bien sûr, je l'ai écouté tout de suite. Et c'était très bien. Mais je voulais pas. Et donc, il a vraiment insisté longtemps. Et j'ai fini par lui dire, oui, c'est chambé. Mais je t'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Et il m'a dit, écoute, vas-y, t'as quelques titres, on les met au propre. Comme ça, entre nous, à la maison, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore de studio, c'était un home studio. Et puis après, tu vois ce que t'en fais, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Je me suis dit, oui, je vais me faire plaisir en le faisant, mais je ne suis pas sûre de le sortir. Et si je le sors, ça sera en cachette. Et c'est pour ça que le début de la Pietà, j'étais masquée et c'était anonyme. Donc quand j'ai sorti donc le premier titre, La Moyenne, c'était il y a pile 10 ans. Là, on est vraiment... c'est l'anniversaire, quoi. Joyeux anniversaire. Vraiment pile poil, quoi. C'était fin septembre 2015. Et j'avais fait un clip pendant l'été, mais complètement homemade. J'avais vraiment tout fait à la débrouille, quoi. On avait fait, Sylvain et moi, à la maison, le son. Le clip, j'avais tout fait toute seule à domicile. En plus, c'était vraiment hyper hardcore. Le clip était ultra trash. C'était vraiment un exutoire, quoi. J'avais besoin de sortir ce truc très, très dur parce que c'était un exutoire de tout ce que j'avais vécu avant. Et donc, quand j'ai sorti ça, c'était vraiment... Je veux pas que ça se sache. Donc, personne ne le savait, même dans mon entourage, quasiment personne ne le savait. Ouais. J'ai mes 2 meilleurs amis à qui j'avais fait écouter La Moyenne, qui, eux, me connaissaient de ce que je faisais depuis longtemps, avant et tout. Quand je leur ai fait écouter La Moyenne, ils m'ont dit « Mais tu vas pas sortir ça !» Mais c'est horrible. Alors qu'en plus, c'est mes 2 meilleurs amis, genre Bisounours, qui m'avaient toujours dit quoi que je fasse. Ils m'avaient toujours dit oh, « C'est génial ce que tu fais. Ouah, ta chanson elle est trop bien. » et tout. Et là, je leur fais écouter La Moyenne. Ils me font « Mais c'est horrible. » Mais tu vas pas sortir ça. Mais quand même, tu t'es dit, quand même, je vais les faire.
Pour expliquer un peu, au cas où il y a des gens qui regardent et qui ne connaissent pas, la moyenne, c'était complètement hors format. Moi, c'est vrai que ce que je faisais avant la Pietà, c'était beaucoup plus... alors, ça a toujours été rock, mais c'était plus pop-rock. Donc, il y avait quand même un format pop avec un couplet, refrain, une mélodie, etc. Là, d'un coup, la moyenne, c'est un titre qui durait 6 minutes et quelques, sans mélodie, avec un texte slamé qui était très dur. Le texte était très, très brutal, voire violent. Le clip était extrêmement violent et rebelle, quoi. J'ai vraiment fait j'ai mis une accumulation de tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, quoi. Et puis voilà, c'est aussi le fait d'être anonyme et masqué qui m'a permis de le faire. Il y a quelque chose, je crois, que j'ai pas dit souvent dans les interviews, etc. Parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi tu avais un masque et tout ça. Et je crois qu'il y a un truc que j'ai pas dit souvent, c'est que le fait d'avoir un masque et d'être anonyme, ça me libérait de mes parents. Et ça peut paraître complètement con, mais en fait, je crois que j'avais toujours dans ma tête, quand on sort une chanson, j'avais toujours ce truc de petite fille bonne élève, etc., qui veut pas décevoir ses parents. Et donc, je pense que je voulais jamais aller trop loin dans ce que je faisais. Le fait de sortir ça sans mon nom, ça me libérait. Je savais que mes parents ne seraient pas au courant. Et d'ailleurs, mes parents, enfin, mon père est décédé entre-temps, mais ma mère, elle a su que j'étais la Pietà. Je pense qu'elle a entendu la moyenne une fois, il y a 3 ans, pour la première fois, tu vois. Mais non. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Pendant des années, c'était impossible pour moi que ma mère sache que je chante ça, quoi. Et comment elle a réagi, alors, ta maman? Je veux pas savoir. T'étais pas à côté? Non. Mais tu l'as envoyée ou elle avait des... Franchement, elle est venue l'année dernière sur un concert... solo, je crois que c'est la première fois. J'avais refusé qu'elle vienne au concert de la Pietà toutes les années d'avant. Donc non, elle savait pas. Elle est un peu âgée, elle est pas sur Internet, tout ça. Après, elle savait que je m'appelais la Pietà, mais c'est pas le genre. Elle connaît pas YouTube. Enfin, tu vois, Okay. elle est pas allée Ça chercher. facilitait les choses pour qu'elle sache pas exactement ce que tu fais. Ouais. Donc oui, il y avait une espèce de... Pour pouvoir être libre, on revient à la liberté, pour pouvoir être libre de tout, y compris du carcan familial, il y avait cet anonymat qui était nécessaire à ce moment-là. Et donc voilà, donc j'ai sorti ce titre de manière anonyme en me disant... j'essayais que les choses soient cohérentes quand même, hein, dans l'univers. Il y avait quand même un univers visuel et tout, parce que j'aime bien faire les choses... à fond. Bah oui, on voit bien. Mais je pensais pas que ça redeviendrait mon métier. Et puis en fait, ce titre a buzzé très rapidement et bah oui. ça a switché. Tu as été sélectionnée pour les Inuits Printemps de Bourges, donc... ça c'est après, ça c'est plus tard. La première chose, ça a été les Transcévénols dans la région. Ah, ouais. On fait un petit coco aux Transcévénols. Exactement. Donc, il avait les Transcévénols, mais après, il y a un moment aussi, tu es sélectionné pour les Inuits Printemps de Bourges. Mais après, en ayant un spectacle complet. Et donc, ça commençait à marcher, en fait. Et tu t'es dit, déjà, avant, comme tu fais les trans, c'est réparti, en fait. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Tu es contente? Tu sais pas trop? Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, pendant longtemps, j'ai continué à me dire... moi, mon métier, c'est manageuse d'artistes. Et je fais de la musique à côté. Et puis, en fait, j'ai eu effectivement, donc, suite à la sortie de la moyenne, il y a plein de gens qui m'ont contacté. Il y a plein de dates qui se sont bookées. Il y a un tourneur qui m'a contacté, qui a commencé à m'accompagner énormément. Et d'ailleurs, la Pietà a existé beaucoup grâce à lui aussi. Il s'appelle Lionel Bidabé. Ah oui, tu travailles avec Lionel. Hein. Ah ouais, c'est lui tout le début. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il détestait ce que je faisais avant. Si j'avais sorti, et on se l'est dit plein de fois, hein, si j'avais sorti La Pietà sous mon nom, ou en tout cas en disant La Pietà, c'est Virginie Noury, il n'aurait même pas écouté en fait. Et c'est ça que ça m'a permis aussi, cet anonymat. C'est que tout ce que... vu que j'avais eu un parcours déjà dans la musique, qu'en plus j'avais fait un procès à ma maison de disques,
qu'à l'époque de ce procès-là, on m'a dit tu seras blacklisté de partout, personne ne voudra travailler avec toi. L'anonymat, ça m'a permis aussi d'avoir une page blanche et de pouvoir recommencer à zéro et que personne avait un avis sur est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas, quoi. Et donc, en l'occurrence, du coup, plein de gens qui détestaient Virginie Noury, en tout cas Virginie l'artiste, ont en fait adoré la Pietà. Donc pendant un moment donné, c'était schizophrénique parce qu'ils ne savaient pas que c'était moi et qu'au début, je ne voulais pas qu'on sache que c'était moi. Vraiment, tout le début du projet, je veux dire, même en coulisses, etc., je voulais garder le masque tout le temps. Carrément, même en backstage, tu étais masqué. En fait, c'était très vite intenable, bien évidemment. Donc ça s'est su très vite. Surtout que du coup, les gens pensaient que du coup j'étais la manageuse de la Pietà. Donc c'était marrant, tu vois. La première fois que les Transcévénols m'ont contactée, en fait moi en tant que manageuse de Kirst et d'Athénaïs, j'avais rempli les dossiers pour l'appel à accompagnement du dispositif des Transcévénols. J'avais rempli le dossier pour Athénaïs et pour Kirst parce que j'étais leur manageuse. Et au moment où j'envoie les dossiers, je me dis bah tiens, j'ai qu'à envoyer aussi pour la Pietà. Mais comme ça, quoi. Et encore une fois, en plus, la Pietà, c'était tellement vénère que je pensais pas. Et en fait, du coup, j'avais envoyé les 3 et sous le nom Le Petit Chat Noir Records, qui est le nom de ma structure. Et donc, quand les Transcévénols m'ont contacté, ils m'ont dit ah bah Virginie, on a vu que tu t'occupes d'une artiste, la Pietà. En fait, c'est cette artiste-là qu'on a envie de sélectionner. Et moi, j'étais dans la merde. J'étais là, mais c'est moi, merde. Donc, tu as dû la dire. Donc, au début, les premiers coups de fil, c'était marrant parce que les gens ne savaient pas que c'était moi. Mais donc, voilà, pour te répondre, en fait, pendant assez longtemps quand même, hein, parce que la sortie de la moyenne, c'était donc fin 2015. Et en fait, ça a été jusqu'à fin 2017 que j'ai continué à me dire mon métier, c'est j'accompagne des artistes et la Pietà, c'est à côté. Sauf que ça prenait beaucoup de temps et que j'ai eu un rendez-vous avec Clotilde de chez Paloma, donc Paloma qui est une salle de spectacle qui m'accompagnait, et Clotilde qui était chargée d'accompagnement, et je me souviendrai toujours de ce rendez-vous. Bah, pareil, c'était en septembre, c'était c'est le mois d'anniversaire. Voilà. On reprend la nouvelle vie en septembre. Et donc c'était septembre 2017. Elle me dit est-ce qu'on peut faire le point des mois à venir? Est-ce que tu peux me dire sur les mois à venir qu'est-ce qui te fait gagner ta vie? Regarde là les cachets, les entrées d'argent que tu as sur les mois à venir. Qu'est-ce qui te fait gagner ta vie? Et effectivement, je faisais quasi une intermittence complète, plus qu'avec la Pietà à fond, quoi. Et donc, elle m'a dit, peut-être que ton métier, c'est artiste, en fait. Donc, c'est là où tu t'es dit, en fait... Et puis mais ça a pris du temps à reprendre confiance. Effectivement, il y a eu énormément de gens qui ont cru en moi à cette époque-là. Il y a, dans les choses déterminantes, donc oui, il y a eu les Inouïs du Printemps de Bourges, mais il y a eu aussi beaucoup l'accompagnement de carrière de la SACEM. En fait, c'est un accompagnement qui est très important et très rare. Donc c'est en fait le directeur, ou maintenant c'est une directrice, mais à l'époque c'était Lilian Goldstein qui dirigeait la partie accompagnement des artistes à la SACEM. Et donc à la SACEM, ils ont des aides auxquelles on peut postuler, on remplit des dossiers, etc. etc. Mais l'accompagnement de carrière, ça n'est pas un dossier qu'on peut remplir. C'est eux qui te repèrent. Okay. Et c'est eux qui te sollicitent. Ouais. Ah bah c'est super. Et c'est très rare. Et c'est une grosse aide. Et en fait, en l'occurrence, Lilian Goldstein, qui s'occupait de ça à l'époque, m'avait appelé en disant je crois en toi, je crois que tu es une grande artiste et je veux travailler avec toi. Et donc il m'avait fait venir à la SACEM à Paris, et j'ai eu un accompagnement de carrière en 2018 qui m'a beaucoup aidée, parce que lui aussi il me disait je pense que quand tu seras aligné et que tu reprendras confiance en toi, tu vas retirer le masque. Et c'est ce que j'ai fait effectivement 1 an ou 2 après. Donc oui, Lilian Goldstein, même si je l'ai beaucoup moins connue qu'une Virginie Auclair, mais ça fait partie des gens qui m'ont redonné confiance. Ouais.
Donc, comme tu as retiré les masques, c'était au moment où il y avait le deuxième album, l'Innamorata? Je l'avais retiré déjà un peu avant. Un petit peu avant. Bien avant même, d'ailleurs. En fait, ça a été par étapes. Parce que avant de faire le premier album de La Pietà, j'ai fait des EP, donc des mini-albums. Et en fait, c'est au moment du troisième EP, donc avant le premier album, que j'ai pour la première fois retiré le masque dans un clip, le clip de la chanson qui s'appelle La salle d'attente. En fait, j'ai bien aimé tout le temps faire quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'était un peu mon leitmotiv, quoi. C'est d'être là où on ne m'attend pas. Et donc, vu que j'avais eu un peu un succès, entre guillemets, en tout cas un buzz, un public, par rapport au début de La Pietà, qui était donc très électro-rock, slam, assez énervé, etc., j'ai eu envie de casser cette image-là en faisant quelque chose de complètement différent. Donc, La salle d'attente, c'est la première fois que je faisais une chanson piano-voix, avec aucun autre élément qu'un piano et ma voix. C'était encore du slam, mais du coup, musicalement, c'était très différent. Et du coup, j'ai fait le choix de présenter cette chanson sans masque et en étant seule au milieu de l'opéra de Montpellier. Donc, j'ai eu la chance d'avoir eu le droit de tourner ce clip dans l'opéra de Montpellier entièrement seule et sans masque. Mais je te dis que c'était par étapes parce qu'à l'époque, j'avais retiré le masque. Parce que j'avais donc un masque de chat papier sur moi que j'avais retiré. Mais par contre, j'avais écrit. Avant, sur le masque, il y avait des écritures. Là, j'avais retiré le masque. Mais par contre, pendant... Tu écrivais sur ton visage. Ouais, et j'ai fait ça longtemps. Hein. C'était sacrément galère, ça aussi. Tu m'étonnais pour chaque concert. Chaque concert, j'écrivais. Et surtout, après, il fallait nettoyer. Je me suis arraché la peau avec ça. Donc ça, c'était quand même... c'était avant le premier album. Et puis après, au moment du deuxième album, j'ai carrément retiré les écritures, été plus apaisée avec moi-même, je pense. Mais tu étais complètement plus apaisée. Tu es passée quand même de ces titres-là. Je suis la moyenne à pleine. À des titres plutôt comme ça. Si de la chance y en a pas, je me ferai mon monde à moi. Oui. Bah après, pour moi, il y a quand même une logique, il y a un cheminement, parce que comme je te dis, c'est pas genre, il y a eu un album puis un autre. Non, il y a eu 3 EP, un album, puis un Covid entre-temps, ouais. Et il y avait quand même... Oui, bien sûr. Et puis, en fait, ce que j'ai sorti avec l'Innamorata, donc le deuxième album de La Pietà, finalement, c'était beaucoup plus proche de ce que je faisais avant La Pietà. Donc, c'était pas que je faisais quelque chose de nouveau, c'est que je me retrouvais. Et que c'était plus... Alors, en fait, quand j'ai décidé quand même de sortir La Pietà, même si c'était avec un masque, ça y est, j'ai fait le choix de sortir publiquement les titres de La Pietà. J'avais un plan dans ma tête. C'était quoi ton plan? Et mon plan, c'était que La Pietà, c'était un exutoire dont j'avais besoin. Mais du coup, c'était pas moi, Virginie. C'était un personnage à un moment donné qui raconte une histoire à un moment donné. Et c'est pour ça que, en fait, j'avais décidé de sortir que 3 EP, un livre. Les 3 EP et le livre étaient liés, racontaient la même histoire, et tout ça devait durer 3 ans. Et donc, quand j'ai sorti en septembre, c'était écrit, hein, même, moi, je vais filmer les trucs et tout. Quand j'ai sorti en septembre 2015 la moyenne, dans ma tête, en septembre 2018, c'était fini. C'était fini, d'accord. C'était ça dans ma tête. On est en 2025. Toujours pas. Entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle la vie. Et que, comme je disais, vu que ce plan-là, il était cohérent parce que j'avais mon métier à côté d'accompagnatrice d'artistes, etc. À partir du moment où La Pietà me faisait vivre, et puis plus que ça, parce qu'en fait, La Pietà, c'est devenu 2 musiciens en plus de moi, plus une amie qui est devenue l'administratrice de ma structure. Parce que vu que La Pietà fonctionnait bien, il fallait grossir. Donc, en fait, au plus haut de tout ça, on va dire, il y avait une personne en CDI, 2 personnes en CDD et 3 intermittents du spectacle qui vivaient entièrement de La Pietà.
Donc, dire, en fait, oui, mais moi, j'avais décidé que ça serait fini au bout de 3 ans, donc merci, ciao. Ça demandait un courage que j'ai pas eu. Je pense que c'est peut-être pas que le manque de courage. Je pense que tu avais quand même envie de continuer. Tu parlais de regret, ouais, mais tu parlais de regret, ça, je pense que c'est un regret. Je pense que j'aurais dû, justement, avoir la force de confiance en moi et en ce que j'ai projeté pour dire La Pietà, c'est 3 ans. Ce qui n'empêchait pas de continuer la musique. Mais en fait, ça aurait été... Tu vois ce que tu me dis, où tu me dis « Ah, mais ton deuxième album est très différent du premier, etc. » Et ben en fait, c'est parce que j'ai gardé le nom La Pietà. Alors qu'en fait, la bulle La Pietà, elle était cohérente sur les 3 premières années. Après, j'avais besoin de faire autre chose. C'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu changer de nom. Mais c'était pas simple, parce que tout le monde m'avait identifié en tant que La Pietà et que du coup on me programmait, on m'appelait pour me programmer. Ça commençait à marcher bien, tu continues à vivre de ça. Ouais. Parce que donc tu parlais des Inouïs du Printemps de Bourges, où du coup j'avais joué sous le nom de La Pietà au printemps 2018. Il y avait un label canadien qui voulait nous signer. Normalement, on devait faire tout l'album là-bas. Au Printemps de Bourges, c'est là où j'étais repérée par France Inter. J'ai été invitée chez France Inter. J'ai eu un article d'un Télérama. C'était difficile de dire, bah non, en fait, moi c'était 3 ans et je prends pas tout ça. Avec du recul, tu vois, si j'étais face à un ou une artiste qui se questionnait comme ça, je lui dirais, fais-le, arrête ce nom-là. Parce que du coup, ton projet, il est cohérent. Et au contraire, ça, c'est encore plus fort. Ouais. Et donc là, tu n'as pas arrêté, tu continues et tu prépares un nouvel album. Qu'est-ce qu'il y a sur cet album ? J'avais envie, comme d'habitude, d'être libre. Et je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que je fais un nouvel album ? L'année dernière, j'ai vraiment eu envie d'arrêter. Alors, pas d'arrêter la musique, parce que comme je viens de dire, je pense que je continuerai toujours. Mais en tout cas, de plus faire d'albums, etc. Et donc, je me suis vraiment posé la question. Et je me suis rendu compte que en fait, j'avais envie simplement de revenir à l'essentiel. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence entre faire de la musique, être artiste, ou vivre de sa musique. Aujourd'hui, je suis assez en paix sur le fait que j'ai envie d'être complètement libre artistiquement et donc ce qui me fait vivre, ça soit pas forcément que l'artistique. Mmh. C'est pour ça que je développe de plus en plus ma structure, ma société et les activités annexes pour pouvoir être complètement libre. Ce qui m'a permis d'avoir une liberté de création totale là sur l'album à venir, sans me poser la question de oui, mais est-ce que ça va être au format ? Est-ce que je vais pouvoir avoir des playlists sur Spotify ? Est-ce que je vais avoir des vues sur YouTube ? Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir des médias, etc. Non, là, j'ai eu envie de revenir à comment je faisais de la musique quand j'avais 18 ans. Et dans ma vie, en général, j'ai l'impression qu'avoir 40 ans, c'est hyper cool parce que j'ai l'impression que c'est avoir 2 fois 20 ans, en fait. Et du coup, j'ai l'impression de revenir vraiment à l'essentiel et j'ai retrouvé un plaisir dingue cette année. C'est génial. Donc, en gros, l'année dernière, j'ai proposé à mes musiciens, j'ai dit, OK, soit moi, je refais pas d'album, mais c'est pas grave, je fais des maquettes chez moi, je m'en fous. Soit... avec ton petit synthé. Voilà, qui est toujours là. Soit ça vous dit qu'on fasse un album ensemble, mais dans le plaisir, quoi, avec peu de moyens financiers, du coup. Et en fait, avec mes musiciens, on s'entend très bien et j'ai de la chance qu'ils soient vraiment super. Et s'il y a un truc qui existe depuis 10 ans, c'est aussi cette rencontre avec mes musiciens. Et ils ont dit, non, vas-y, on y va et on s'éclate. Et donc, on est parti sur un truc complètement rock. Moi, j'avais envie de repartir sur la base de ce que je faisais quand j'avais 18 ans avec ma guitare. J'écoutais Hall et Nirvana et j'avais envie d'être Courtney Love et donc voilà, donc je suis revenue à cette base là. Donc là, le prochain disque, il est court, c'est un mini disque. 5 titres ou plus? 7 titres. Ouais. Donc c'est ni un EP ni un album. C'est entre deux. Voilà. Mais t'es libre, tu fais ce que Exactement. tu veux. Les chansons, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont chantées, qui sont mélodiques, avec des formats courts. Il y a des choses qui sont slamées, longues. Donc il y a les deux. Et le message, ça parle de liberté, justement.
C'est d'ailleurs le nom de l'album, ça va être Libre. Ça va être libre. Et ça parle de liberté, de revendiquer son identité, sa singularité. La première chanson de l'album, elle s'appelle La Norme. Donc c'est le premier titre qui sortira. Et ça parle du fait de se sentir hors norme. Et je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup ressenti dans ma vie. Mais aussi, je travaille avec beaucoup de gens. Aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'actions culturelles. Donc, j'ai été beaucoup en lien avec des jeunes en difficulté, dans des maisons pour enfants, des jeunes dans des lycées, dans des collèges, ou même des écoles primaires. Et c'est quelque chose qui revient souvent, l'impression d'être différent des autres et du coup d'être mal à l'aise, d'avoir l'impression d'être jugé ou alors d'être vraiment jugé quand il y a du harcèlement, etc. Donc il y a cette impression d'être pas dans la norme tout le temps qui fait que, en fait, il y a les réseaux sociaux participent énormément à ça. Je pense encore plus que dans ma génération. Le fait de voir à longueur de temps sur les réseaux sociaux la vie des autres, ça donne l'impression que notre vie, elle n'est pas aussi bien, elle n'est pas aussi parfaite, parce qu'en plus, c'est une vie qu'on met en scène, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, on est tous, chacun dans notre coin, dans un espèce de malaise de voir que les autres ont l'air d'aller super mieux. Sauf que, du coup, on rentre tous dans le jeu parce qu'on ne veut pas avoir l'air différent. Donc, sur les réseaux sociaux, on montre des choses qui sont super parfaites. Voilà, regarde, ma vie, elle est géniale. Ouais, super, la rentrée, wouh. Et puis, en fait, intérieurement, on a tous l'impression que chez les autres, c'est vrai, alors que, du coup, nous, on est à moitié fake. Donc, il y a tout ce sentiment de ne pas être dans la norme qui fait qu'on se sent pas bien. Et là, moi, ce que je revendique dans cette chanson-là, mais c'est un peu le message global, c'est d'être en paix avec ça. C'est au contraire, le fait d'être hors norme, c'est ce qui nous rend singuliers et c'est ce qui est notre force. Et donc, en fait, c'est un message de résilience. Et c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. C'est parfait. Écoute, on termine avec ces jolis messages. Et pour la fin, on s'écoute un extrait, pas de ton disque parce qu'il n'y a pas encore d'extrait qu'on peut écouter, mais une reprise que vous avez fait. Ouais, avec plaisir. Merci Virginie. Merci beaucoup. Très heureuse d'avoir été ta première invitée dans ton super podcast. Merci. Regarde le feu qui grandit dans mon cœur. Il brûle tout ce qu'il peut, se nourrit de ma douleur. J'ai vu dans ton jeu comme on lit dans la sueur le pire de